Bonjour, nous allons vous parler de Paul Éluard, qui était un écrivain surréaliste à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit une poésie célèbre intitulée Liberté. Paul Éluard était un ami avec Max Ernst et a connu les mêmes ennuis que lui. Bonjour, puis-je vous poser quelques questions s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. Connaissez-vous un écrivain qui se nomme Paul Éluard? Picasso, je connais, non. Je connais que Picasso, c'est tout. Paul Éluard? Oui. Non. Connaissez-vous un écrivain qui se nomme Paul Éluard? Oui, Pourriez-vous nous en parler? je sais que c'est un poète et un écrivain. C'est un artiste, surréaliste. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages vues, sur toutes les pages blanches, pierre, cendre, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur les trous de mon enfance, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté, de Paul Éluard. Qui était Paul Éluard? Bonjour Jasmine, alors Paul Éluard est un grand poète français qui a très vite été imprégné par le mouvement surréaliste, qui a connu André Breton, qui a participé avec André Breton à l'écriture de poèmes, donc il était beaucoup dans l'expérimentation, imprégné par cette culture, c'est ce qu'apportait le surréalisme. Il faut savoir que c'est des artistes qui ont vécu et connu la guerre 14-18, qui ont été très marqués par ça, et qui ressortent en disant on ne peut pas continuer comme ça, dans quelque chose de très académique, il faut qu'on invente autre chose. Donc il fait partie de cette mouvance d'artistes qui s'est reposé des questions, c'était quoi la culture, c'était quoi l'art, et de sa vision de poète, il va en traduire des choses extraordinaires. Au moment de la guerre où tout va être bouleversé par cette Allemagne nazie, très dogmatique, très idéologique, qui apporte la haine, etc. Et il va être très vite arrivé en contradiction, à s'opposer à ça. Et dans cette période où la France est envahie, beaucoup d'artistes vont se retrouver dans la zone sud de la France en fuyant le nazi. Et c'est là qu'il va tisser avec Herbel, quand André Breton arrive à la Villa Herbel, qui va venir rencontrer ses amis, qui fuient aussi, et qui va, lui, prendre l'option de devenir un résistant. Et à partir de la période de la fin d'Herbel, dans les années 42, quand la villa arrête sa fonction d'accueil, lui, il va continuer de sa voie dans la résistance, et c'est là qu'il va écrire ses grands poèmes. Je crois que vous en avez appris un à l'école, qui est Liberté. Voilà, Liberté, et qui après va continuer en prenant ses options politiques, il va continuer à écrire avec toutes les belles œuvres que l'on connaît. Est-ce que lui aussi est vraiment venu à la Villa Herbel pendant la guerre? Tout à fait, il était dans la secteur. Alors, il ne résidait pas à la Villa Herbel. Paul Éluard, par contre, sachant que ses amis, il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte où tous les artistes qui sont ici ont peur, ont été exilés, sont pourchassés. Et que naturellement, quand sa famille se trouve en danger, il se passe naturellement que tous ceux qui appartiennent à cette famille se retrouvent comme pour vivre cette difficulté. Et il va venir donc rencontrer les différentes personnes qui sont à la Villa Herbel, dont André Breton, dont Marc Sterns, un certain nombre de personnalités qui sont là. Et ces rencontres vont se faire au cours de soirées, au cours de dîners. C'est toujours furtif parce qu'ils essayent de rester le plus discret possible, parce qu'ils savent qu'ils sont observés par la police française, qui est la police de Vichy à l'époque. Et donc c'est pas des rencontres qui vont être forcément écrites et datées précisément, mais on sait que des échanges et des rencontres se sont faites. Merci. Alors, pourquoi était-il menacé? Il faut savoir que cette époque de la guerre est une période très sombre de notre histoire, que c'est une période où on avait défini qu'il y avait un art dégénéré dans cet esprit où ils étaient stigmatisés et pointés du doigt par un État intolérant et fasciste et nazi. Et donc, ils fuient parce qu'ils ont tous les jours le peur d'être pris par la police, d'être emprisonnés. Et leur destin étant quand même très largement menacé, ils sont dans une insécurité totale. Et donc, certains vont fuir vers l'étranger et certains vont devenir résistants. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est que la peur, l'angoisse, cette crainte de l'État policier d'être emprisonné et finalement de faire des choix qui ne sont pas légaux, c'est-à-dire qu'il y a la loi, l'État de Vichy à l'époque qui édicte des lois, et ils ont le courage de dire à un moment
cette loi-là n'est pas légitime. Ce n'est pas les valeurs qu'on nous a appris à la France. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas ces valeurs de respect de l'autre. Et que nous, à un moment, on dit non. Mais ce non-là avait des conséquences qui pouvaient toucher à leur vie. C'était de dire à un moment donné, dire non et de ne pas se plier au pouvoir dominant, c'était prendre le risque d'être emprisonné, d'être torturé, d'être exécuté par certains côtés. Et donc c'est ce risque-là qu'ils ont pris. Merci. Pouvez-vous nous parler du jeu de Marseille, s'il vous plaît? À la Villa Herbel, il faut savoir que tous ces surréalistes qui sont des artistes, des créateurs, qui ont inventé la création collective, qui ont inventé le cadavre exquis, tous ces cerveaux réunis, dans ces moments d'angoisse, la famille, elle se retrouve, elle a envie de créer, et que naturellement, ils vont faire tout un tas d'exercices de création. Il va y avoir des cadavres exquis, il va y avoir des poèmes automatiques, il va y avoir des écritures, des dessins collectifs, et parmi une des choses, c'est qu'ils vont réillustrer un jeu très commun, très pratique à l'époque, qui est le tarot de Marseille. Et d'une manière collective, chaque carte du tarot de Marseille va être l'occasion à ce que chacun crée des éléments de cette carte et vont recomposer des figures en fonction, je dirais, de la dimension créative qu'avait chacun. Donc c'est une contribution collective qui a permis de redonner une nouvelle dimension au tarot de Marseille d'une manière extrêmement poussée artistiquement. On retrouve ces cartes dans les musées de Marseille qui ont acquis la collection et je vous invite vraiment à aller découvrir cette collection des tarots de Marseille revue par le passage à Herbel des surréalistes. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Mais de rien. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur les trous de mon enfance, j'écris ton nom. Et par le pouvoir des mots, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté, de Paul Éluard. Maintenant que nous avons fini de parler de Paul Éluard, vous pouvez aller chercher dans une bibliothèque ou sur Internet pour consulter ses œuvres si vous le souhaitez. Maintenant, je vais vous présenter mon groupe de reportage. Azmi, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Azmi, je suis chargée de la caméraman. Azrazi, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Adraji, je suis making of. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis chargée de production. Asma, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Asma et je suis making of. Enzo, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Enzo, je fais le son. Hashimou, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Hashimou, je suis chargée de la caméra. Merci, nous avons fini. Au revoir. Thank you.